Dans une armée moderne, s'il y a bien un type de soldat qui impressionne, c'est le tireur d'élite. Ces militaires, armés de fusils sniper, sont célèbres pour leur adresse au tir sur des cibles à des centaines de mètres de distance. Mais avant les fusils, plus précisément, pendant l'Antiquité, est-ce qu'on peut parler de tireur d'élite? On pourrait tenter de répondre qu'il y avait des archers précis, mais il existait une arme de jet qui pouvait lancer avec précision un projectile beaucoup plus loin que l'arc peut faire. Cette arme, plus vieille que l'arc et la flèche, a été utilisée à toutes les périodes de l'histoire, parfois utilisée même aujourd'hui d'ailleurs, et selon les époques, les hommes qui la maniaient étaient nombreux sur le champ de bataille. En dépit de cela, cet instrument est trop souvent oublié, et trop peu de documentation l'aborde. Pourtant, elle a été utilisée en masse par les armées de l'Antiquité. Il est temps de lui accorder un peu de lumière à cette arme. Ah oui, les funditores! Aux barbares qui ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire, cela veut tout simplement dire, et vous l'aurez bien deviné si vous avez lu le titre, les frondeurs. Et donc oui, nous allons parler de la fronde et des frondeurs. Avant toute chose, définissons ceci. Qu'est-ce que c'est quoi la fronde? Eh bien, la fronde est une arme de jet composée d'une simple lanière de cuir, parfois faite avec des cordes ou des tendons animaux, dans laquelle on insère un projectile, le plus souvent des pierres, mais à l'Antiquité, on trouvait aussi beaucoup de balles de plomb ou d'argile. On tournoie l'arme au-dessus de la tête ou sur les côtés et on lâche. Le projectile se verra lancé à une très grande distance avec une forte vitesse qui va pulvériser la cible. En moyenne, selon des reconstitutions de fronde de l'époque, le frondeur peut tirer à une distance moyenne de 200 mètres. A l'inverse, un archer de cette époque tire en moyenne à 150 mètres de distance. Mais entre des maîtres très entraînés avec la fronde, il est possible pour le frondeur de tirer sur une distance de 600 mètres, et ce, avec une grande précision. À ceux qui pourraient penser ceci, bon ben ça va, après tout c'est juste un caillou, lancé à très grande vitesse, tout ce que ça peut bien faire c'est assommer quelqu'un. Eh bien non, détrompez-vous. Une balle de fronde, c'est l'équivalent de ceci. À la différence que ceci, ben c'est un très mauvais exemple puisque c'est juste un airsoft. Une balle de fronde, c'est l'équivalent d'un vrai petit pistolet. Et à une époque où la plupart des blessures sur le champ de bataille, ben ça laisse des marques, c'est ouvert, c'est parfois soignable, comme une flèche, ça laisse un petit trou. La fronde est sournoise et peut tuer sans que la cible ait une cicatrice ou quoi que ce soit, hormis une atroce douleur. Elle tue en provoquant des hémorragies, et même si vous êtes protégé avec une armure, la fronde peut vous faire de sacrés dégâts, au contraire d'une flèche qui sera en général arrêtée par armure. Oui, parce que ça aussi, vous savez, dans les films où les chevaliers qui ont une armure complète, mais une flèche, ça tue, les armures, c'est facultatif, ça passe à travers, ça sert à rien, c'est décoratif. À ce propos, Végès, un auteur romain, écrivait dans un de ses ouvrages « Les soldats, malgré leurs armures, sont souvent plus gênés par les balles de fronde que par les flèches de l'ennemi, car celles-là tuent sans pénétrer le corps, par des contusions qui ne font pas couler le sang. » Nous avons un exemple avec cette bataille, en 311 avant Jésus-Christ, nommée la bataille d'Hymère, sur l'île de Sicile, qui oppose les Carthaginois à Syracuse, une cité grecque. Les hoplites grecs, qui ont quand même de très bonnes armures pour l'époque, se font expulser par les frondeurs engagés par les Carthaginois en masse. Enfin, le dernier avantage des frondeurs est l'abondance de projectiles. Là où l'arc nécessite des flèches, qui demandent un temps plus long de fabrication, les munitions pour la fronde peuvent se cueillir à même le sol, et ce n'est pas ce qui manque en général. Vous vous promenez un peu et vous pouvez trouver des pierres un peu partout. Comme mentionné plus tôt, les frondeurs utilisaient aussi des balles de plomb ou des balles d'argile cuites en forme d'amande, pour un meilleur aérodynamisme. Simple à fabriquer, il était coutume d'écrire un petit mot sur le projectile en destination de l'ennemi. On peut alors trouver sur les balles de gentils vœux ou des mots doux comme « attrape »,« prends ça »,« oui »,« il pleut » et bien encore. Un peu à l'instar des soldats qui écrivaient des mots sur les bombes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que certaines balles de fronde étaient percées de minuscules petits trous, ce qui laissait l'air passer et ce qui faisait en sorte que la balle sifflait quand elle était lancée, de quoi terroriser l'ennemi. Terrible, n'est-ce pas? Mais qui étaient ces hommes qui maniaient la fronde? Eh bien, la fronde est une arme de berger. Les bergers l'utilisent pour éloigner les prédateurs et empêcher certains animaux du troupeau de trop s'éloigner. Les hommes qui s'en servent sont donc le plus souvent des bergers ou des montagnards. Mais comme n'importe quelle unité militaire, certains frondeurs étaient considérés comme des frondeurs d'élite et par conséquent étaient très recherchés pour les différentes armées de la région, y compris les Romains, qui se serviront beaucoup des frondeurs à toutes les époques. Bien que certaines régions, comme la ville de Rhodes, étaient célèbres pour leurs frondeurs, ou encore les prestigieux frondeurs judéens, parce que oui, le récit de David et Goliath, ça a dû en inspirer plus d'un. Les frondeurs les plus prestigieux et les plus craints étaient les hommes qui provenaient des îles Baléares en Espagne, qu'on appelle sobrement frondeurs des Baléares. Ces hommes s'entraînaient à la fronde dès leur plus tendre enfance.
En effet, les parents avaient l'habitude d'attacher de la nourriture sur des bâtons que les jeunes devaient faire tomber avec leur fronde. Tant qu'ils ne l'avaient pas fait tomber, les enfants n'auraient rien à manger de la part de leurs parents, ce qui les oblige à s'exercer avec leur fronde jusqu'à devenir des maîtres en la matière. Le frondeur des Baléares sur le champ de bataille porte 3 frondes sur lui pour différentes portées, et les projectiles qu'il transporte sont plus lourds que les projectiles habituels des autres frondeurs. Vous avez donc des tireurs d'élite qui maîtrisent parfaitement leurs armes et donc doués de précision et d'une grande cadence de tir, associés à des projectiles encore plus puissants. Personnellement, si j'avais le choix, j'aurais choisi d'affronter des légionnaires romains plutôt que des frondeurs. Pourquoi? Parce que les légionnaires romains, au moins avec leurs armures, je peux m'enfuir, contrairement aux frondeurs qu'eux peuvent m'atteindre même si je suis loin, et même si je cours. Une anecdote intéressante est que si vous visitez les îles Baléares aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des habitants s'exercer à la fronde comme leurs ancêtres autrefois. Mais tout ceci amène une question. Si les frondeurs étaient aussi puissants, et s'ils avaient autant d'avantages, pourquoi ils ont-ils été éclipsés par les archers? Eh bien oui, si la fronde présente autant d'avantages, pourquoi elle n'a pas supplanté l'arc? Eh bien, il y a quelques facteurs qui contribuent à cela. Premièrement, pour qu'un frondeur devienne efficace, il faut un long entraînement, étant donné qu'il est difficile de viser en faisant tournoyer un engin. La majorité des frondeurs s'entraînaient dès l'enfance pour être efficaces. Un archer, bien qu'il doit être fort pour tendre l'arc, parce que oui, l'archer dans la fantasy qui est tout mince et tout svelte comme ça, là, non, un archer là, c'est très fort. Je disais donc, bien qu'un archer a besoin d'entraînement et d'être fort, cette arme prend moins de temps à maîtriser que la fronde. Deuxièmement, là où des archers peuvent se rassembler dans un petit espace pour tirer en masse, les frondeurs ont besoin d'espacement entre eux pour lancer leur projectile. Sinon, vous savez, en brandissant votre arme comme ça risque de blesser quelqu'un et vous aurez l'air bien con. Les frondeurs ont besoin d'espacement entre eux, je disais, pour lancer le projectile, ce qui a pour effet que, étant donné qu'ils occupent un plus grand espace, moins de frondeurs peuvent être alignés contre l'ennemi. Sans parler aussi que lorsque l'on défend les murs d'une ville, il est plus facile de tirer à l'arc du haut des murs qu'avec la fronde. Troisièmement, la technologie a évolué. Les arcs sont devenus plus puissants avec le temps, et de nouvelles armes de jet comme l'arbalète a commencé à se répandre. Moins besoin de frondeurs, sans parler que les armures se développaient toujours de plus en plus. Enfin, bien que les frondeurs étaient recherchés et puissants, ils étaient moins accessibles que les archers, et avec le temps, le nombre de frondeurs diminuera de plus en plus. Malgré tout cela, la fronde sera utilisée encore au Moyen-Âge, et bien plus. Comme j'ai dit plus tôt, la fronde est encore utilisée aujourd'hui, lors de certaines manifestations par exemple. Donc la raison pourquoi je voulais vous parler de la fronde, c'est que dans la culture populaire, on voit jamais vraiment la fronde. Et quand il est temps de faire des recherches sur le sujet, c'est plus difficile. On dirait que l'arc a le monopole. Alors que pourtant, comme j'ai dit plus tôt, la fronde était quand même très présente. Donc en faisant cette vidéo, je voulais vous présenter une arme qu'on a tendance à trop souvent oublier, ainsi que les hommes. J'ai mentionné les frondeurs des Baléares, qui étaient des hommes quand même très réputés et très reconnus à l'époque. J'ai l'intention, dans d'autres vidéos, vous parler d'unités d'élite. Des hommes qui sont l'équivalent de Navy Seals aujourd'hui, ou vous savez, toutes les unités d'élite d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre ma légion. Comme promis, la vidéo d'Astérix, elle arrive bientôt. En attendant, je vous dis au revoir, et si vous êtes un jour en situation de survie, n'essayez pas de fabriquer un arc. Lancez des cailloux plutôt.